Y a-t-il eu un fascisme français spécifique à la France dans l'entre-deux-guerres? Et pourquoi cette question reste encore aujourd'hui taboue et controversée? Des questions au cœur du nouveau livre dirigé par l'historien israélien Zev Sternel. Ça s'appelle L'Histoire refoulée, édition du CERF, ouvrage placé sous la responsabilité éditoriale de Laurent Questel et de Didier Lesky. Didier Lesky qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes historien, vous êtes directeur général aussi de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, spécialiste également des questions relatives au culte et à la laïcité. Alors, c'est un livre événement sur la montée des extrêmes en France dans les années 1930. On verra, ça fait écho, bien entendu, à ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays d'Europe. Alors, y a-t-il eu, demandent les auteurs de ce livre dont vous faites partie, un fascisme spécifique au pays de la Déclaration des droits de l'homme? Alors, nous pensons qu'il y a eu, dans les années 30, une culture politique qu'on peut appeler fasciste, qui était très hostile à l'héritage de la Révolution française, avec des partis de masse, dont le parti du colonel de Larocque, qui avait un peu plus d'1 million d'adhérents à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est parce qu'il y avait ce courant très hostile aux idées de la Révolution française, très hostile à ce qui avait été construit pendant un siècle et demi, que Vichy va pouvoir anéantir en quelques semaines tout cet héritage républicain. Quel est le contexte à l'époque, dans les années 30 et dans les années 20, qui fait qu'il va y avoir un fort courant anti-lumière? Alors, en fait, ce courant naît, je dirais, presque en même temps que l'élan de la Révolution française, mais sa progression va commencer à la fin du 19e siècle, avec des personnes comme Déroulède. Et donc, on a là une mayonnaise qui se met en place avec cette idée qu'il faut changer la culture politique tout en gardant, je dirais, le système économique. C'est à la fois une réaction contre le libéralisme et une réaction contre les idées révolutionnaires marxistes qui veulent changer le système économique pour changer la société. Eux, les fascistes, en gros, ils disent, eh ben non, on va abandonner l'héritage libéral, celui, par exemple, qui fait qu'on élit un parlement, que chaque homme est égal à l'autre, comme le dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et à partir de là, ils vont progresser dans le pays, et ils vont progresser particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, et pour aboutir à cet effondrement de la République au moment de Vichy. Fin du 19e siècle, vous l'avez évoqué, l'affaire Dreyfus, c'est une conséquence ou une cause de la montée de ce courant? C'est un des éléments de la montée de ce courant. Oui, on peut dire qu'à partir de l'affaire Dreyfus, par exemple, quelqu'un comme Charles Maurras va bâtir une organisation extrêmement importante et percutante sur le plan intellectuel, qui est l'Action française, avec un quotidien qui va durer très longtemps et qui va irriguer l'ensemble du champ politique français, même ceux qui ne se disaient pas monarchistes, puisque lui se disait monarchiste. Et donc on a là quelque chose qui va faciliter l'effondrement de Vichy, et ce qui va se passer après la guerre, puisque le débat il va naître en France après la Seconde Guerre mondiale, c'est que pour des raisons à la fois politiques et historiques, on ne veut pas, certains historiens ne veulent pas admettre la puissance de ce courant anti-républicain. Et d'une certaine manière, ça va arranger tout le monde. Vous dites anti-républicain avec la prise de mesures aussi antisémites qui n'ont pas été prises, par exemple, en Italie, qui a connu aussi un mouvement fasciste. Quelles sont ces mesures et pourquoi les Français de confession juive sont-ils pris pour cible à l'époque? Alors, en Italie, on va attendre 1938, c'est-à-dire 14 ans après l'arrivée de Mussolini, pour mettre en place des mesures antisémites. En France, c'est dans les semaines qui suivent la défaite. Alors pourquoi? Parce que la pleine citoyenneté donnée aux Français juifs, c'est un des acquis de la Révolution française. C'est cette idée qu'on est porteur de ses droits, indépendamment de son origine, qu'on vous assigne ou que vous revendiquez. C'est un débat extrêmement actuel. Et donc, en mettant ces mesures discriminatoires contre les juifs, et on va y rajouter du reste l'exclusion des francs-maçons, eh bien on veut absolument annihiler cet héritage de la Révolution française, c'est-à-dire cette pleine citoyenneté donnée à tous. Et c'est ça le fer de lance de l'effondrement républicain. Alors, ce qu'on comprend bien en lisant cet ouvrage dirigé par Zev Sternel, c'est que, et ça fait quoi l'actualité aujourd'hui, c'est que le rejet de la République, le rejet des élites, le culte de la personne aussi, vous avez cité Larocque, il va de pair avec cet antisémitisme. Ma question est simple, l'antisémitisme que connaît aujourd'hui la France, est-il un héritage de cette période? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'antisémitisme, c'est vraiment le baromètre
le plus sûr dans l'histoire de la République du fait que le pays va mal. Voilà. Et de ce point de vue-là, la résurgence antisémite qu'on connaît actuellement est un des signes que ça va mal. La différence avec les années 30, c'est qu'on n'a plus de partis structurés qui ont un programme clairement antisémite, partis structurés et massifs. Mais d'ailleurs, on pourrait comparer les partis qu'on a cités tout à l'heure, en tout cas la ROC, notamment les Croix de Feu, aux partis antisystème d'aujourd'hui. Alors, il y a une dimension anti-système très forte, anti-parlementariste et particulièrement structurée. La différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas quelque chose d'aussi structuré qui explicitement va vous dire qu'on est contre l'idée du parlementarisme tel que la tradition libérale l'a mis en place. Mais ce qui est vrai, et c'est un symptôme pas simplement français qui traverse toute l'Europe, c'est l'antisémitisme est vraiment le baromètre le plus sûr des crises et la remise en cause des élites s'accompagne très souvent d'un discours antisémite. On voit donc les tombes profanées, notamment en Alsace récemment. On a vu les croix de feu, c'est quoi au juste ? Pardon, on a vu à l'image les croix de feu, c'est quoi au juste en fait ? Alors les croix de feu, c'est un mouvement qui naît au tournant des années 30, qui au départ est constitué d'un noyau d'anciens combattants, qui va s'élargir progressivement à des jeunes, des femmes, et qui va être dissous par le Front populaire en 1936, qui va renaître sous le nom de Parti social français, et le colonel de Larocque en est le leader incontesté. Larocque va affirmer sa fidélité au maréchal Pétain. Et c'est du reste Larocque qui a popularisé la formule de Vichy qui va remplacer notre devise républicaine, puisque c'est lui qui avait en bandeau de son journal « Travail, famille, patrie ». Travail, famille, patrie. Pourquoi Histoire refoulée, cette période de France ? Alors, justement parce qu'à partir des années 50, il y a cette idée, un peu pour défendre, je dirais, une sorte d'honneur français, de dire que les courants anti-républicains ne pouvaient pas gagner indépendamment de la défaite, parce que la République était culturellement trop forte. Voilà. Et il a fallu attendre des historiens, en particulier anglo-saxons, je pense à Robert Paxton, qui, à la fin des années 60, montre par exemple que le maréchal Pétain a de sa main mis en place le statut des Juifs et qu'il a devancé les demandes allemandes et qu'il y avait bien quelque chose qui était ancré dans la culture politique des années 30. On pourrait même dire que Vichy a commencé avant Vichy, selon la formule d'un autre historien qui s'appelle Gérard Noiriel, et qui a une partie de l'historiographie française qui a essayé de refouler cette idée et donc qui est percutée depuis des années par le travail mené par d'autres qui était extérieur, je dirais, à notre histoire nationale, donc pouvait être pas handicapé d'une certaine manière pour aborder cette question. Alors en France, le débat était très vif autour de la question de l'antisémitisme, notamment lorsqu'Emmanuel Macron, devant le dîner du CRIF, Conseil représentatif des institutions de France, a proposé, en tout cas fait part de son projet de vouloir élargir la définition de l'antisémitisme à l'antisionisme. Nous étions nous-mêmes en duplex avec Tel Aviv et un journaliste, Daniel Belsimon, qui disait qu'en Israël même, on pouvait être antisioniste et critiquer la politique d'Israël. Quel est votre avis à ce sujet ? Je pense qu'il y a deux choses, parce que le sionisme ou l'antisionisme peut mélanger des discours très différents. Je crois qu'il est tout à fait légitime de critiquer la politique israélienne, on a le droit de le faire. La question qui est posée à travers le mot antisioniste, c'est de savoir si on admet ou pas qu'il puisse y avoir un foyer national juif. Et l'idée de l'antisionisme tel qu'il est véhiculé, c'est l'idée qu'Israël n'a pas le droit d'exister, donc qu'il n'y a pas de légitimité à un foyer national constitué par des juifs, en particulier après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est sur ça qu'il y a une ambiguïté. Et par exemple, quand vous entendez des discours qui parlent d'un complot sioniste international, on sent bien qu'on est dans de l'antisémitisme et pas dans la critique d'Israël, qui, elle, quelque chose de légitime. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Didier Lesky. Je rappelle donc que vous avez été l'un des collaborateurs de ce livre, L'Histoire refoulée, la ROC, les croix de feu et le fascisme français, avec Zeev Sternel, qui, je précise d'ailleurs, devait être avec nous, mais qu'il a eu un léger moment de fatigue. On lui souhaite un bon rétablissement. Merci d'avoir été avec nous. Merci.